علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن ابن رشد. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie et de l'œuvre de l'un des plus grands penseurs que la civilisation arabo-musulmane ait produit. C'est aussi l'histoire singulière d'une œuvre majeure réalisée en terre d'islam et qui a eu plus de succès dans l'Europe chrétienne. Il s'agit d'Aboul Walid Mohammed ibn Rushd. Il est né en 1126 à Cordoue, dans une famille de lettrés et de hauts fonctionnaires de l'État. Son père était un grand juriste malikite et son grand-père avait été imam de la prestigieuse mosquée de Cordoue et grand juge, c'est-à-dire l'équivalent d'un ministre de la Justice. On ne connaît pas dans le détail le contenu et les étapes essentielles de la formation de base d'Ibn Rushd. Mais on peut se baser sur ses propres écrits et sur le cursus de certains de ses prédécesseurs ou de ses contemporains, au profil proche du sien. À partir de là, on peut supposer qu'en plus de l'apprentissage du Coran et de l'étude approfondie de la langue arabe, il a acquis une solide formation en mathématiques et en astronomie. Quant à ses études supérieures, il semble qu'il les ait partagées entre le droit et la médecine. À une date inconnue, il s'installe à Séville, qui était devenue, avec l'avènement des Almohades, la capitale administrative d'Al-Andalus. Là, il poursuit sa formation en médecine sous la direction de Tarjali. C'est également dans cette ville qu'il entreprend des études de philosophie. Mais on ignore qui étaient ses professeurs dans cette discipline. Avant cette époque, la philosophie avait acquis en Andalus une certaine notoriété. Après quelques moments difficiles, vers la fin du Xe siècle, à la suite de la chute du califat, puis de l'avènement d'un pouvoir intolérant. Au cours de ce siècle, des gens s'étaient spécialisés dans l'étude de la logique et de la philosophie grecque. Puis, dans la seconde moitié du XIe siècle, ont émergé de nombreux scientifiques chez qui l'activité philosophique était essentielle. Ce sont leurs écrits et leurs enseignements qui ont préparé l'avènement au XIIe siècle de philosophes de haut niveau comme Ibn Bajjah et Ibn Tufayl. À 27 ans, Ibn Rushd est invité à Marrakech, la capitale de la nouvelle dynastie. C'est à cette époque qu'il aurait fait des observations astronomiques, probablement dans le cadre des recherches qu'il avait entreprises, en vue de réformer le modèle planétaire de Ptolémée. Et l'on raconte qu'il se rendait chaque nuit sur les hauteurs proches de la ville pour admirer une belle étoile qui n'était pas visible en Andalous. Concernant la fameuse réforme astronomique, d'autres savants andalous, en particulier Ibn Bajjah et Ibn Tufayl, l'avaient tenté, mais sans succès. Ibn Rushd pensait peut-être qu'il serait celui qui réussirait à élaborer de nouveaux modèles planétaires plus conformes aux conceptions d'Aristote. Mais le destin en a décidé autrement. Et au soir de sa vie, le philosophe dira, à propos de ce projet, « J'espérais, dans ma jeunesse, qu'il me serait possible de mener à bien cette recherche, mais dans la vieillesse où je suis, j'en ai perdu espoir. » Avant l'âge de 30 ans, il publie son commentaire sur le traité du ciel d'Aristote. Et pendant un certain temps, il se consacre à la médecine. Dans ce domaine, il rédige son grand traité intitulé « Les généralités sur la médecine », puis son commentaire sur le fameux poème médical d'Ibn Sina. Vers 1160, il est de nouveau à Séville. Il y rencontre les deux grands médecins, Ibn Tufayl et Ibn Zahr, qui l'introduisent auprès du prince Abou Yaqub Youssouf, le gouverneur de la ville et futur calife de la dynastie almohade. À 43 ans, il publie sa contribution majeure dans le domaine du droit, Bidayat al-Mujtahid, le début pour l'homme studieux. Le succès de cette publication lui vaut d'être nommé en 1169 juge de Séville, avant d'accéder quelques années plus tard au poste prestigieux de grand juge de Cordoue. Son ascension ne s'arrête pas là, puisque en 1182, il est rappelé à Marrakech pour devenir le médecin personnel du calife. Cette charge honorifique lui laissera suffisamment de temps pour s'occuper d'un grand projet que lui aurait suggéré Abou Yaqub Youssouf lui-même, celle de rendre accessible au plus grand nombre de lecteurs le contenu de l'œuvre d'Aristote, en rédigeant 3 types de commentaires. Parallèlement à la poursuite de ce vaste chantier, Ibn Rushd prépare la rédaction de 3 ouvrages sur le statut de la philosophie dans la société de son époque.
2 d'entre eux sont restés célèbres. Dans le premier, intitulé Fasl al-Maqal, le discours décisif, Ibn Rushd se propose, je cite, de rechercher, dans une perspective de l'examen juridique, si l'étude de la philosophie et des sciences de la logique est permise par la loi révélée, ou bien condamnée par elle, ou bien encore prescrite. Le second ouvrage, plus polémique, est intitulé La réfutation de la réfutation. C'est une réponse au célèbre traité d'Al-Ghazali, La réfutation des philosophes. Après la mort du deuxième calife, en 1184, à la bataille de Santarém, et la défaite de son armée, face à la coalition des rois du Portugal et du Léon, la situation politique commence à se détériorer. Cela provoque beaucoup de mécontentement. Les milieux rigoristes de Cordoue et d'ailleurs réussissent à mobiliser des franges importantes de la population contre Ibn Rushd et ses partisans. Malgré la victoire de son armée à la bataille d'Al-Arcos en 1194, le troisième calife, Abu Yusuf Yaqub, finit par céder à la pression de l'opinion et en 1197, il décide brutalement d'exiler le philosophe et quelques-uns de ses disciples à Lucena, une petite ville des environs de Cordoue. Mais cet exil ne durera pas. 1 an plus tard, le même calife réhabilite Ibn Rushd qui revient à Marrakech. Il y meurt en décembre 1198, suivi 1 mois plus tard par le calife lui-même. Après un enterrement provisoire à Marrakech, son corps est transporté jusqu'à sa ville natale pour une inhumation définitive. Certaines sources racontent qu'avant le départ, on attacha sa dépouille sur l'un des flancs de la monture, et pour faire contrepoids, on rassembla sur l'autre flanc des copies des livres qu'il avait publiés. Parmi les personnalités qui étaient présentes à la cérémonie de la seconde inhumation, à Cordoue, il devait y avoir quelques compagnons. Certains d'entre eux ont également été victimes du courant dogmatique qui avait abouti à la condamnation du maître. Mais ils ont eu également des manifestations de soutien de la part de l'élite. C'est le cas du juriste Al-Osoli, qui a été exilé dans le sud du Maghreb extrême, après avoir courageusement affronté ses juges. C'est le cas également de Zahabi, un médecin de la cour, et qui a dû se réfugier à Grenade pour fuir ses inquisiteurs. Mais revenons un instant à l'enterrement du philosophe. Des sources nous disent que parmi l'assistance, il y avait le grand mystique Ibn Arabi, qui n'avait alors que 33 ans. Comme les autres participants à la cérémonie, il savait qu'on enterrait un grand de l'Andalus, surtout qu'il avait eu, quelques décennies auparavant, le privilège de le rencontrer. C'était, dira-t-il plus tard, dans l'un de ses plus importants ouvrages, Al-Futuhat al-Makkiya, je cite, « À l'époque où j'étais un jeune garçon, sans duvet sur le visage et sans même de moustache. » Au cours de cette courte entrevue, il a eu, avec lui, un échange très court sur l'inspiration divine et sur la réflexion spéculative. 3/4 de siècle plus tard, une grande partie de l'œuvre d'Ibn Rushd a commencé à se diffuser en Europe grâce à des traducteurs chrétiens et juifs. Parmi les plus connus d'entre eux, on peut citer Moïse de Narbonne et Jacob Anatoli pour les versions hébraïques, Michel Scott et Hermann de Carinthie pour les versions latines. En plus de l'énorme corpus constitué par les commentaires des œuvres d'Aristote les plus importantes, les traductions ont concerné son traité de médecine et son abrégé de l'Almageste de Ptolémée. Mais il faut signaler qu'il est arrivé que de simples citoyens cultivés, ne maîtrisant pas la terminologie des sciences arabes, se soient contentés de transcrire en caractères hébraïques certains des textes du philosophe. À la veille de la première année du XIIIe siècle, en ce jour mémorable du second enterrement d'Ibn Rushd à Cordoue, ni le grand mystique Ibn Arabi, ni les autres personnalités présentes ne pouvaient imaginer que l'œuvre du grand maître allait être, loin de la terre où elle a été conçue et réalisée, au centre d'une dynamique intellectuelle qui allait influencer durablement la pensée européenne. كنا مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.